Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous apprendre à discriminer les météorites. C'est parti. Alors, avant même de s'intéresser à la discrimination de la pierre en tant que telle, on va s'intéresser à son histoire. Effectivement, beaucoup de gens disent « Ah ben, j'ai vu la pierre tomber devant moi, j'ai entendu un fracas par terre et je suis arrivé, j'ai trouvé cette pierre, j'ai voulu la ramasser, mais elle était brûlante et je me suis brûlé les mains à vouloir la prendre. » Eh ben, il ment. Ce n'est pas une météorite, on peut déjà l'éliminer. Pourquoi? En fait, dans l'espace, c'est le vide. Donc, il n'y fait pas chaud, il n'y fait pas froid, c'est le vide, il n'y a rien. On prend la température, ouais, on ne saura même pas, il n'y a rien, donc il n'y a pas de température. Mais une pierre qui est donc en lévitation dans ce vide va se décharger de sa chaleur. C'est par un effet de radiation et petit à petit elle va perdre toute sa chaleur. Elle n'aura plus rien, elle va atteindre, ça peut descendre jusqu'à moins 260 degrés, voire encore pire dans certaines conditions extrêmes. Mais voilà, en moyenne on est entre moins 180 et moins 260 degrés. Et donc cette pierre qui est complètement congelée, en arrivant dans l'atmosphère, elle va brûler pendant 3-4 secondes maximum et toucher le sol. C'est-à-dire que on peut comparer ça à un gros bloc de glace sur lequel on va pointer un chalumeau pendant 3-4 secondes et même le chalumeau maximum, vous pointez 4 secondes dessus, vous éteignez, vous pouvez poser votre main sur le bloc de glace, il est toujours congelé. Les météorites, c'est pareil. Une fois qu'elles touchent le sol, elles sont congelées. Donc, toutes les personnes qui vous disent avoir ramassé une pierre brûlante, c'est un mensonge. Ou ce n'est pas une météorite, il habite à côté d'un volcan. Mais ce n'est pas une météorite. Voilà. Maintenant que 80% des fausses météorites sont discriminées, on va pouvoir passer au premier test physique. Il faut savoir que 97% des météorites sont constituées de fer, en plus ou moins grande quantité. Et donc avec un aimant assez puissant, on va pouvoir déterminer s'il s'agit peut-être ou pas d'une météorite. Attention, beaucoup de roches terrestres, de roches créées par l'homme, contiennent du fer. Et donc ce n'est pas parce que la roche est attirée par un aimant que c'est une météorite. Mais si elle n'est pas attirée par un aimant, c'est très peu probable que ce soit une météorite. Voici donc une chondrite. C'est le type de météorite le plus courant sur Terre. Elle constitue plus de 90% des chutes. Elles contiennent très peu de métal et donc il faut un aimant très puissant pour pouvoir la discriminer. Ici j'ai superposé 5 aimants néodyme pour avoir assez de magnétisme. Et malgré ça, comme vous pouvez le voir, c'est très léger. Vous pouvez tout de suite oublier les aimants de votre frigo pour discriminer une météorite de type chondrite. Et voici donc les sidérites. C'est un type de météorite beaucoup plus rare. Elle ne constitue que 7% des chutes de météorites retrouvées sur Terre. Elles sont essentiellement composées de fer et de nickel, et donc ça les rend extrêmement sensibles aux champs magnétiques. Et là, il n'y a aucun problème, ça tient bien l'aimant. Voilà donc une deuxième méthode pour identifier les météorites est l'aspect visuel. Lorsque la météorite rentre dans l'atmosphère, elle brûle. Et donc, ça laisse une croûte noire, on appelle ça la croûte de fusion, autour de la pierre. Et donc, toutes les météorites sont noires lorsqu'elles arrivent sur Terre. Certaines, avec l'érosion, finissent par perdre leur croûte de fusion. Et il est donc impossible de les identifier grâce à celle-ci. La croûte de fusion ressemble un peu, en grande majorité, à un genre de sol, un sol complètement desséché. Si vous voyez toutes des fissures qui apparaissent dans le sol, lorsqu'il fait très chaud et que le sol a tapé longtemps sur le sol, sur de la terre,
C'est un peu le même genre de structure qu'on retrouve sur la croûte de fusion de la météorite. Donc lorsque la météorite rentre, on l'a dit, elle devient noire lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère. Et donc ça veut dire que peut-être que l'intérieur est d'une autre couleur. C'est un signe typique aussi des météorites. Donc l'intérieur de la météorite n'a pas toujours la même couleur que son extérieur. Ça c'est un bon signe pour prouver que c'est probablement une météorite. Voilà, donc une deuxième façon de discriminer visuellement les météorites est de rechercher après des traces de porosité. Une grande majorité des pierres créées par l'homme et des pierres terrestres sont poreuses. Lorsqu'elles ont été créées, par exemple dans une ancienne fonderie ou lorsqu'elles sont sorties du volcan, des bulles d'air restent emprisonnées dans la pierre, ce qui les rend poreuses. Dans l'espace, c'est impossible. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de gaz, et donc aucune bulle d'air, aucune bulle de gaz ne peut rester enfermée lors de la création d'une météorite. Et donc, les météorites sont toujours très denses. Elles sont bien plus lourdes que la majorité des pierres terrestres. Et donc, on peut donc les discriminer facilement en recherchant ces petites bulles. Si vous voyez des petites bulles dans votre pierre, ce n'est pas une météorite. Voilà donc une autre méthode pour discriminer visuellement les météorites est l'aspect global. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure avec le bloc de glace et le chalumeau, ou le lance-flamme. Et cette fois-ci, on va s'imaginer que le bloc de glace, c'est un oursin, avec plein de pics. Ok ? On prend notre lance-flamme, on va brûler le tout, 3-4 secondes. Toutes les pics vont disparaître, elles vont fondre. Et il ne restera plus que la masse principale. Pour les météorites, c'est la même chose. Toutes les protubérances, lorsqu'elles arrivent dans l'atmosphère et qu'elles brûlent, vont fondre littéralement et disparaître. Et donc, il ne restera plus qu'une forme très lisse, qui est vraiment typique des météorites. Lorsque la pierre fond, avec les courants d'air qui arrivent de la vitesse de la pierre dans l'atmosphère, il laisse souvent apparaître sur la surface des règmagelites. Les règmagelites, à ne surtout pas confondre avec des bulles ou de la porosité, ça n'a rien à voir. C'est une forme ovale, un peu comme si on avait enfoncé un pouce dans de la pâte à modeler. Donc voilà, vous avez une météorite, vous enfoncez votre pouce dedans, ça laisse à peu près le même genre de forme. Voilà, donc ça c'est vraiment typique des météorites. Voilà, donc arrivé à ce stade, si vous ne savez toujours pas si votre pierre est une météorite ou pas, il va falloir la couper en deux. Ne vous tracassez pas, la couper en deux ne lui fait pas perdre de valeur. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit vous la coupez en deux et vous apercevez de la porosité et là c'est game over. Soit vous la coupez en deux et vous apercevez des petits flocons de métal entourés de roches bien denses. Là c'est très probablement une météorite de type chondrite. Vous pouvez également apercevoir lors de la coupe tous des petits cercles, comme si on avait coupé toutes des billes en deux lorsqu'on a coupé la météorite. Vous avez très certainement affaire à une météorite aussi, toujours de type chondrite. Alors pourquoi est-ce qu'une chondrite est composée de plein de petites billes? En fait, il faut tout simplement demander au capitaine Haddock. Est-ce que vous avez déjà vu Tintin, on a marché sur la Lune? Le moment où capitaine Haddock veut se servir un verre de whisky, et quand il se verse son verre de whisky, le whisky flotte comme ça, en lévitation, et il devient une bulle. Ok? Et bien les contres, c'est pareil. Effectivement, avant même que la Terre n'existe, l'univers était un espace extrêmement chaud. Tellement chaud que tous les corps étaient donc en fusion et donc étaient liquides. Tout ce qui est liquide en lévitation devient une boule. Vous me suivez? Les contes, c'est pareil. Donc c'était de la roche en fusion, en lévitation, donc qui s'est transformée en boule et s'est agglomérée
pour créer une chondrite. Voilà, donc les chondrites, c'est typique. On retrouve ces petites billes qui ont été créées grâce à la lévitation dans l'espace. Voilà, donc un autre cas de figure lorsque vous aurez coupé votre pierre en deux, c'est d'avoir deux faces entièrement métallisées. Ce sera beaucoup plus compliqué à discriminer parce que dans nos sols européens, il y a beaucoup de déchets ferreux qui sont bien denses et qui peuvent ressembler à des météorites. La méthode la plus simple est de faire appel à un test au nickel. Donc c'est le même test qu'on utilise pour les personnes allergiques au nickel. On peut en trouver à peu près partout sur internet, c'est assez facilement trouvable. Et donc il suffit de frotter avec un coton-tige une solution à base de déméthexylioxyl, un truc comme ça, je me rappelle plus, c'est un nom imprononçable. Et lorsque vous aurez frotté la pierre avec ce coton-tige, le coton-tige va devenir rouge. S'il devient rouge, c'est que la pierre ou l'objet en question contient du nickel. Le problème, c'est que le test est très sensible et même si la pierre n'est pas une météorite, mais qu'elle contient très légèrement, très peu de nickel, le coton-tige peut devenir légèrement rouge également. Une méthode qui est la plus fiable consiste à faire le test en même temps sur une pierre et sur une pièce de 1 euro en même temps. Le bord doré d'une pièce d'1 euro contient 5% de nickel. Donc le principe consiste à frotter en même temps la pierre, la pseudo-météorite et le bord doré de la pièce d'1 euro. Si le coton-tige de la pierre est plus rouge que celui de la pièce d'1 euro, c'est probablement une météorite. Voilà, il existe encore bien d'autres méthodes pour déterminer si votre pierre est d'origine extraterrestre ou pas, notamment l'attaque à l'acide nitrique, mais c'est très dangereux, l'acide fait fondre du métal, donc n'imaginez pas sur vos doigts ce que ça peut faire. La spectrométrie de fluorescence des rayons X, mais qui est une méthode bien plus compliquée à mettre en œuvre. On en parlera dans une future vidéo. Et donc j'espère que ces simples tests réalisables chez vous, à la maison, ont pu vous aider à déterminer si votre pierre est extraterrestre ou pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous aiderai. Ou à m'envoyer des photos de votre pierre, je pourrai vous aider à discriminer l'origine extraterrestre ou pas.